Je suis assise dans le cabinet d'avocat de Maître Dubois, ma robe de deuil noir encore impeccable bien que portée il y a 3 jours pour les obsèques de tonton Bernard. Le tissu me gratte la peau, un rappel constant de la perte qui correspond au vide que je ressens dans ma poitrine. Maître Dubois ajuste ses lunettes à monture métallique, rangeant des papiers avec une précision exercée. La lumière du soleil traverse les stores vénitiens, créant des ombres de barreaux de prison sur la table de conférence en acajou poli. En tant qu'unique bénéficiaire de la succession de Bernard Thomas, commence Maître Dubois, sa voix douce mais ferme, vous héritez d'environ 1,8 million d'euros en liquidité, d'une participation majoritaire dans Arcadia Maison et Vie évaluée à 14,9 millions, et du manoir artisanal, estimé de manière conservatrice à 2,2 millions. Je hoche la tête machinalement, les chiffres me submergeant comme de l'eau froide. Tonton Bernard m'avait préparé à cela, mentionnant que l'entreprise serait mienne un jour, mais ce jour n'était pas censé arriver à mes 26 ans. Ce jour était censé être dans des décennies, après des milliers d'autres dîners du dimanche et de matins de Noël avec le seul vrai parent que j'ai jamais connu. Il y a quelques objets personnels supplémentaires, poursuit Maître Dubois, faisant glisser un dossier vers moi, la collection de montres de votre oncle, sa vieille Citroën DS, et... La porte de la salle de conférence s'ouvre sans frapper. Je me retourne, m'attendant à voir la secrétaire de Maître Dubois avec plus de café. Mon cœur s'arrête. Gustave et Nadège Durand se tiennent dans l'embrasure de la porte, l'air plus âgés mais indubitablement eux. Les cheveux autrefois sombres de mon père sont maintenant poivre et sel, le visage de ma mère est ridé mais toujours beau de cette manière distante dont je me souviens de mon enfance. 16 ans. 16 ans depuis qu'ils m'ont laissé avec rien d'autre qu'une note griffonnée à la hâte. Mes mains commencent à trembler de manière incontrôlable, la tasse de café cliquette contre sa soucoupe, le liquide éclaboussant dangereusement près du bord. Mon rythme cardiaque devient une présence physique, martelant mes oreilles comme quelqu'un essayant de défoncer une porte. Nous avons appris le décès de Bernard, dit Gustave, s'avançant avec une sympathie calculée dégoulinant de chaque mot. Nous sommes tellement désolés pour ta perte, ma chérie. Ma chérie. Le terme affectueux tombe comme une gifle. Mon estomac se tord violemment, la bile monte dans ma gorge. La pièce penche légèrement, les bords de ma vision se brouillent. Je saisis le bord de la table, sentant le bois frais sous mes doigts, cherchant désespérément quelque chose de solide alors que le traumatisme de mon abandon d'enfance revient avec la force d'un tsunami. Vous ne pouvez pas être ici, je murmure, reconnaissant à peine ma propre voix. Vous m'avez laissé. Vous avez choisi de partir. Ma mère fait un pas vers moi, son parfum toujours le même, après toutes ces années flottant à travers la table. Maître Dubois, saviez-vous qu'il venait, je demande désespérément, mes yeux ne quittant jamais le visage de mes parents. Son expression stupéfaite répond avant que ces mots ne le puissent. Je n'en savais absolument rien, dit-il, se levant avec une rapidité surprenante pour un homme d'une 60aine d'années. Monsieur et Madame Durand, c'est une réunion privée concernant des affaires confidentielles de succession. Le matin où je les ai trouvés partis, me traverse l'esprit avec une clarté brutale. À 10 ans, marchant dans la cuisine pour le petit déjeuner, ne trouvant que des tasses de café vides et une note calée contre le sucrier. Tonton Bernard s'occupera de toi. Pas même un « je t'aime » ou « nous reviendrons ». Juste 7 mots, coupant nos liens familiaux comme s'ils ne signifiaient rien. Puis un autre souvenir surgit, cette première nuit avec tonton Bernard et Madame Leblanc. Une soupe chaude malgré la chaleur estivale parce que Madame Leblanc disait que c'était bon pour l'âme. Des mains douces tressant mes cheveux avant le coucher, Madame Leblanc fredonnant une berceuse que sa grand-mère lui avait apprise. Tonton Bernard lisant « Bonne nuit, Lune », même si j'étais trop vieille pour cela parce qu'il l'avait trouvée sur mon étagère et pensait que cela pourrait me réconforter. Quelque chose change en moi, la petite fille abandonnée qui désire encore inexplicablement ses parents, se bat avec l'adulte qui sait mieux. Mon esprit analytique commence à émerger à travers le choc. Que voulez-vous, je demande, ma voix plus ferme que je ne me sens. Mon père sourit, le même sourire qu'il utilisait pour convaincre les clients d'acheter la garantie étendue. Nous voulions rendre nos respects, bien sûr, et te voir. Ça fait trop longtemps. J'ai besoin de faire le deuil de tonton Bernard avant de m'occuper d'eux. Ceci, dis-je, faisant un petit geste protecteur entre nous. Ma première limite, bancale mais présente.
Le sourire de Gustave ne faiblit pas, mais ses yeux se durcissent. Estelle, nous sommes de la famille. Nous avons tout à fait le droit d'être ici. Nous attendions de renouer, ajoute Nadège, sa voix douce et raisonnable, et le moment nous a semblé propice. Le moment propice. Juste après la mort de tonton Bernard, juste au moment où j'hérite de tout ce qu'il a bâti, la réalisation me frappe avec une clarté stupéfiante, tout ce que tonton Bernard a créé pour moi est maintenant en danger. Ces gens, ces étrangers au visage familier, ne sont pas revenus pour moi. Ils sont revenus pour ce que j'ai maintenant. Ils se tiennent là, calmes et préparés, tandis que je suis en deuil et choqué. Le déséquilibre de pouvoir ne pourrait être plus clair. Madame Durand, intervient Maître Dubois, son professionnalisme fermement de retour, peut-être devrions-nous fixer une autre réunion. Mademoiselle Thomas est encore en train de faire son deuil, et il y a plusieurs questions successorales nécessitant une attention immédiate. Mes parents échangent un regard que je reconnais de mon enfance, la communication silencieuse qui précédait toujours une action unifiée. Ils ont planifié ce timing délibérément, me ciblant à mon moment le plus vulnérable. Un léger coup à la porte brise la tension. Madame Leblanc apparaît, ses cheveux argentés tirés en son chignon habituel, des mouchoirs frais serrés dans une main. Ses yeux évaluent la scène avec une rapidité surprenante, se rétrécissant légèrement quand elle voit mes parents. Mademoiselle Estelle, j'ai fait venir la voiture, dit-elle, son accent du sud s'épaississant comme toujours quand elle est contrariée. Vous avez l'air pâle, ma chère. Je suis face à un choix, fuir avec Madame Leblanc ou rester et affronter. La directrice d'entreprise en moi dit de rester, de montrer de la force. L'enfant effrayé dit de courir, de trouver la sécurité. Mais avant que je ne puisse décider, Madame Leblanc se positionne tranquillement entre moi et mes parents, sa silhouette élancée formant d'une manière ou d'une autre une barrière protectrice qui n'a rien à voir avec la taille physique. Le regard de Gustave glisse avec dédain sur Madame Leblanc. Toujours à garder la bonne à tout faire, je vois. Madame Leblanc se raidit, mais reste digne. Je fais partie de cette famille depuis 16 ans, Monsieur Durand. L'accent mis sur « famille » en dit long. Quelque chose se solidifie dans ma poitrine, la première étincelle de vraie résolution. Je me lève, ramassant mon sac et le dossier de tonton Bernard. Madame Leblanc est de la famille, dis-je, regardant directement mes parents pour la première fois. Vous deux, vous êtes des étrangers. Les mots planent dans l'air, simples mais puissants. Je ne cours pas vers la porte, mais je me place à côté de Madame Leblanc, nos épaules se touchant presque. Un message clair, je n'affronterai pas cela seul. Le visage de mon père se durcit, mais ma mère tressaille. Bien, qu'il ressente quelque chose pour une fois. Nous vous recontacterons, dit Gustave, comme s'il concluait une réunion d'affaires. J'en suis sûre, je réponds, surprise par la fermeté de ma voix. Tandis que nous nous dirigeons vers la porte, la main de Madame Leblanc trouve la mienne, la serrant rapidement. Le soutien silencieux dit ce que les mots ne peuvent pas. Quoi qu'il arrive ensuite, nous l'affronterons ensemble. Le dimanche, je suis dans la cuisine de tonton Bernard, ma cuisine maintenant, regardant le café couler tandis que le soleil traverse les grandes fenêtres. 3 jours se sont écoulés depuis l'embuscade au cabinet de Maître Dubois. 3 jours de nuit blanche, sursautant à chaque voiture qui passe devant la maison, me demandant s'ils réapparaîtront. La sonnette retentit, répondant à ma question. Je n'ai pas besoin de regarder par le Judas pour savoir qui est sur le perron. La machine à café BIPE, mais je la laisse, me dirigeant vers la porte, mon cœur battant contre mes côtes. Je m'arrête, la main sur la poignée, respirant profondément comme Madame Leblanc me l'a appris enfant après les cauchemars. Lorsque j'ouvre la porte, ils se tiennent côte à côte, ressemblant à un couple de catalogues vieillissants. Gustave en pantalon chino impeccable et chemise bleue, Nadège en cardigan crème et pantalon tailleur. Ils ont vieilli de 16 ans depuis que je les ai vus pour la dernière fois, mais ils sont indéniables. La mâchoire carrée de Gustave, le nez délicat de Nadège. Les mêmes traits que je vois dans le miroir chaque matin. Vous ne pouvez pas juste débarquer ici, dis-je, gardant mon corps fermement dans l'embrasure de la porte. Gustave sourit, le même sourire qu'il utilisait pour convaincre les voisins d'investir dans son dernier projet. Nous voulons juste parler, Estelle. 5 minutes.
J'hésite. Maître Dubois m'avait conseillé d'éviter tout contact, mais une partie de moi, cet enfant de 10 ans têtu qui veut encore des réponses, l'emporte sur mon bon sens. Je recule, les laissant entrer dans la maison où j'ai grandi sans eux. Ils me suivent jusqu'à la cuisine, leurs yeux parcourant les détails de la maison, les armoires rénovées, la cuisinière, la canche, que tonton Bernard a installée l'année dernière, les œuvres d'art coûteuses, cataloguant. Évaluant. Café, je demande, moins par hospitalité que par besoin d'occuper mes mains. Noir pour moi, dit Gustave, s'installant sur une chaise à la table de la cuisine comme s'il y appartenait. Votre mère prend du lait et du sucre. Je sais comment Madame Leblanc prend son café, je réponds froidement. Je vous posais la question à vous deux. Nadège grimace, mais accepte la tasse que je lui tends. C'est une belle maison, dit-elle après un silence gênant. Bernard a toujours eu un goût exquis. Je ne réponds pas, m'appuyant contre le comptoir au lieu de me joindre à eux à la table de tonton Bernard, où il m'a enseigné l'algèbre, l'éthique des affaires et comment équilibrer un chéquier. Gustave prend une gorgée délibérée de café avant de déposer un portefeuille en cuir sur la table. Nous avons fait nos recherches. Cette entreprise vaut près de 15 millions. La franchise, la cupidité flagrante ne devrait pas me surprendre, mais cela me surprend. La fine couche de sollicitude parentale déjà tombée, et je garde ma voix neutre. Nadège ouvre le portefeuille, révélant des pages de documents financiers, des feuilles de calcul, des rapports d'évaluation, des estimations immobilières. Nous voulons juste comprendre la situation dans son ensemble, ma chérie. Arrêtez de m'appeler ma chérie. Les mots sortent plus coupants que je ne le voulais. Qu'est-ce que tout cela ? Gustave fait glisser un document sur la table. Une analyse financière complète de votre héritage. L'entreprise, les liquidités, l'immobilier, tout. Je ne touche pas le papier. Où avez-vous obtenu ces informations ? Ce n'est pas important, dit Gustave. Ce qui compte, c'est... Ça compte pour moi, je l'interromps. Vous avez disparu pendant 16 ans. Maintenant vous réapparaissez 3 jours après les obsèques de tonton Bernard avec des informations financières détaillées sur sa succession ? Nadège échange un regard avec Gustave. Nous avons essayé de contacter Bernard de nombreuses fois au fil des ans. Pour de l'argent, dis-je, les pièces s'assemblant soudainement. Vous l'avez contacté pour de l'argent ? Aucun ne nie. Il ne m'a jamais rien dit. La réalisation tombe comme un coup de poing. Tonton Bernard m'a protégé d'eux, m'a abrité de leurs tentatives de manipulation. Gustave soupire, un son d'exaspération calculé. Votre oncle a brossé un tableau très partial de nous, j'en suis sûr. Il n'avait pas besoin de peindre quoi que ce soit. Vous avez laissé une note disant « Tonton Bernard s'occupera de toi » et vous avez disparu. Cela peint son propre tableau. Nadège tend la main vers son sac, en sortant un dossier différent du portefeuille de Gustave. Il y a des choses que tu ne comprends pas, Estelle. Elle le fait glisser sur la table. J'hésite, puis l'ouvre. À l'intérieur se trouvent des documents judiciaires, des papiers de garde, des déclarations légales, des dossiers financiers. Mes yeux s'arrêtent sur un chiffre de 2009, 13 500 €. Qu'est-ce que c'est, je demande, bien que le sentiment de nausée dans mon estomac me dise que je sais déjà. Nous étions dans une situation difficile, dit Nadège doucement. Nous avions besoin d'argent, et Bernard a proposé de prendre votre garde complète si vous renonciez à vos droits parentaux, je termine, parcourant le document avec une horreur croissante. Vous m'avez vendu pour 13 000 €. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, proteste Gustave, mais ses yeux se détournent des miens. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Je repousse les documents. Vous m'avez légalement cédé pour de l'argent. La cuisine devient silencieuse, à l'exception du tic-tac de la grande horloge dans le couloir, l'horloge de tonton Bernard, celle qu'il remontait chaque dimanche soir en me racontant des histoires de son enfance. Mon monde entier bascule sous mes pieds. Tonton Bernard n'était pas seulement généreux en m'accueillant, il était protecteur. Il les a payés pour qu'ils restent loin. Chaque cadeau, chaque opportunité qu'il m'a donnée faisait partie d'un bouclier qu'il avait construit autour de moi. Sa tristesse occasionnelle, le regard lointain qu'il avait parfois en me regardant ouvrir des cadeaux de Noël, tout prend sens maintenant.
Vous avez planifié ce timing, je dis, la réalisation cristallisant. Vous avez attendu qu'il meure. Gustave se redresse, abandonnant toute prétention. Nous avons des problèmes, Estelle. De graves problèmes. Quel genre de problème? Je dois de l'argent à des gens, avoue-t-il. 85 000 € à des hommes qui n'acceptent pas d'excuses, ajoute Nadège, et j'ai suivi un traitement pour la dépression. Les frais médicaux. Elle s'interrompt. 45 000 € de dettes de carte de crédit. Donc, vous êtes ici parce que vous avez besoin d'argent dans, quoi, 60 jours, je demande, reliant leur urgence à leur désespoir. Gustave a l'air surpris que j'ai compris si vite. Nous sommes toujours tes parents, dit-il, se penchant en avant. La famille s'entraide. La famille n'abandonne pas la famille, je rétorque. La famille ne vend pas son enfant. Nous contesterons le testament si nécessaire, dit Gustave, sa voix durcissant. Nous avons des droits en tant que vos parents biologiques. J'ai prescrit. Vous avez renoncé à ces droits pour 13 000 € devant un tribunal. Les détails juridiques peuvent être réinterprétés, menace-t-il. Nous étions mal représentés. La menace plane dans l'air entre nous. Ce ne sont pas seulement des gens désespérés qui se raccrochent à n'importe quoi, ce sont des gens dangereux. Ils n'ont plus rien à perdre, ce qui les rend imprévisibles. Le fait qu'ils soient prêts à détruire ma paix après la mort de tonton Bernard prouve qu'ils sont des adversaires redoutables. Un plancher craque dans l'embrasure de la porte. Madame Leblanc se tient là, ses yeux balayant la scène, les documents éparpillés sur la table, ma posture rigide, les expressions désespérées de mes parents. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui, dit-elle calmement mais fermement. Gustave la regarde avec dédain. C'est une affaire de famille, Madame Leblanc. Oui, ça l'est, répond-elle, se plaçant à côté de moi, et Estelle est ma famille. Mes parents ramassent leurs documents, sentant qu'ils ont poussé aussi loin qu'ils le pouvaient aujourd'hui. À la porte, Gustave se retourne. Réfléchis à ce que nous avons dit. Nous te recontacterons. Après leur départ, Madame Leblanc me guide vers le canapé du salon et disparaît dans la cuisine. Elle revient avec du thé et les tasses en porcelaine spéciale de tonton Bernard, celles que nous n'utilisions que lorsque quelque chose d'important se produisait. Vous avez tout entendu, je demande. Elle hoche la tête. Monsieur Bernard voyait ce jour venir. Il s'y est préparé. Mon téléphone vibre sur la table basse. Le nom de Maître Dubois s'affiche sur l'écran. Estelle, dit-il quand je réponds. J'ai examiné certains dossiers. J'ai des choses à vous montrer concernant les tentatives précédentes de vos parents. Vous saviez, je demande. Pas avant aujourd'hui. Bernard a gardé des registres séparés dont je n'étais pas au courant jusqu'à ce que je trouve la clé de son coffre-fort personnel. Il y a beaucoup de choses ici, des documents légaux, des témoignages de témoins. Madame Leblanc prend ma main libre. Nous affronterons cela ensemble, ma chère. Regardant entre la présence solide de Madame Leblanc et le nom de Maître Dubois sur mon téléphone, je réalise quelque chose. Tonton Bernard le savait clairement. Je ne me bats pas seul ou sans préparation. J'ai une équipe, Madame Leblanc avec sa connaissance de notre histoire familiale, Maître Dubois avec sa stratégie juridique. La fondation pour une campagne soutenue est déjà en place. Tonton Bernard ne m'a pas seulement laissé son argent. Il m'a laissé les outils pour le protéger. J'arrive au cabinet de Maître Dubois tôt le lundi matin, mon portefeuille en cuir serré contre ma poitrine comme un bouclier. La table de conférence en acajou est recouverte de piles de dossiers cartonnés, chacun étiqueté de l'écriture méticuleuse de tonton Bernard. Maître Dubois ajuste ses lunettes à monture métallique, la lumière du soleil du matin se reflétant sur les verres. Votre oncle était rien moins que minutieux, dit-il, faisant glisser un dossier vers moi. Ce sont des rapports d'enquêteurs privés datant de 2019 à 2023. Bernard a engagé quelqu'un pour documenter chaque tentative de contact de vos parents. Mes doigts picotent alors que je feuillette les pages, des photographies de Gustave rôdant devant le magasin phare d'Arcadia, des transcriptions de messages vocaux laissés sur la ligne privée de Bernard. Des demandes financières allant de 5 000 € à 75 000 € pour diverses urgences. Il y a plus, dit Maître Dubois, ouvrant un autre dossier.
Des enregistrements audio. Bernard a installé un système spécial après les premières rencontres. Il tape sur son clavier d'ordinateur, et soudain la voix de Gustave remplit la pièce, plus grave et plus rauque que dans mes souvenirs mais indubitable. Écoute, Bernard, nous savons tous les deux que tu as l'argent. Si tu n'aides pas ton propre frère, je causerai des problèmes à cette précieuse entreprise à toi. La fille n'a pas besoin de savoir de cette conversation. Mon estomac se serre. Rejouez-le. Maître Dubois s'exécute, et cette fois je me concentre sur les bruits de fond, des verres qui tintent, des conversations étouffées. Ça ressemble au bistrot de Charlie. Tonton Bernard n'y est jamais allé. Ils ont dû le suivre ailleurs et le coincer. Un autre dossier révèle des lettres d'urgence médicale de ma mère, chacune plus désespérée que la précédente. Des factures d'hôpital pour des affections qui, selon les notes de Bernard, ont été examinées et prouvées fausses. C'est la pièce la plus importante, dit Maître Dubois, sa voix s'adoucissant alors qu'il dépose un document judiciaire devant moi. Une ordonnance restrictive accordée en 2021. Votre oncle a obtenu une protection légale contre leur harcèlement. Mes yeux parcourent le document, absorbant l'évaluation du juge d'un schéma répété de tentatives d'exploitation financière et de manipulation émotionnelle délibérée. Le timing, dis-je, la réalisation me submergeant. Ils ont surveillé les avis de décès, n'est-ce pas? Ils savaient exactement quand frapper. Maître Dubois hoche la tête. Bernard soupçonnait qu'il le ferait. C'est pourquoi il a tout documenté afin que vous ayez des munitions quand il apparaîtrait inévitablement. Pour la première fois depuis ce terrible jour dans ce même bureau, je ressens autre chose que la peur et le choc. Du pouvoir. Un vrai pouvoir basé sur des preuves, pas seulement sur une émotion blessée. Tonton Bernard ne m'avait pas seulement laissé sa richesse. Il m'avait laissé sa protection. Je veux les rencontrer, dis-je, ma voix plus ferme qu'elle ne l'a été depuis des jours. Mais pas ici. Au magasin. Êtes-vous certaine que c'est sage, demande Maître Dubois, l'inquiétude évidente dans la légère inclinaison de sa tête. Ils ne feront pas de scène en public, j'explique, tendant déjà la main vers mon téléphone, et je veux des témoins. 2 heures plus tard, je me tiens au centre du showroom principal d'Arcadia Maison et Vie, entouré de présentoirs de meubles soigneusement sélectionnés que tonton Bernard a passé des décennies à perfectionner, table à manger en chêne poli, canapé modulable moelleux au ton terre chaud, ensemble de chambres artisanaux construits pour durer des générations. Lorsque Gustave et Nadège entrent par les portes d'entrée, plusieurs clients se retournent pour regarder. Mes parents sont bien habillés, comme toujours, Gustave dans un costume anthracite qui ne peut tout à fait cacher son embonpoint, Nadège dans une robe couleur crème qui la fait paraître plus jeune que son âge. J'attends qu'il s'approche, me positionnant délibérément à côté d'un bureau ancien que Bernard a restauré lui-même. Mes doigts reposent légèrement sur sa surface, puisant de la force dans cette connexion. Merci d'être venu, dis-je, ma voix portant juste assez pour être entendue par les clients à proximité sans paraître conflictuelle. J'ai trouvé les dossiers de tonton Bernard à votre sujet, tous. La démarche assurée de Gustave vacille presque imperceptiblement. Une lueur de quelque chose d'inquiétude, colère traverse ses traits avant que son sourire de vendeur ne revienne. Estelle, ma chérie, je ne sais pas ce que tu penses avoir trouvé, mais... Les ordonnances du tribunal, je l'interromps, le regardant s'écarquiller légèrement. L'ordonnance restrictive de 2021, le harcèlement documenté, les fausses urgences médicales. Nadège s'avance, son parfum un nuage de distractions coûteuses. C'étaient des moments désespérés, nous avons changé, tu ne peux pas comprendre ce que nous traversions. Je comprends parfaitement, dis-je, sortant un document photocopié de mon portefeuille. J'ai trouvé le talon de chèque, 13 500 €, c'est ce que vous avez pris pour renoncer à vos droits sur moi. La couleur quitte le visage de Nadège. Un couple d'âge moyen qui flânait à proximité cesse de faire semblant de ne pas écouter. Tu ne comprends pas le contexte, dit Gustave, sa voix tombant dans un murmure urgent. Nous avions des dettes, des gens nous menaçaient. Et je valais 13 000 €. Je garde ma voix égale, professionnelle. C'est une négociation commerciale maintenant, pas une réunion de famille. C'est le prix que vous avez mis sur votre fille il y a des années. Pour la première fois, je vois quelque chose de sincère dans les yeux de ma mère, de la honte,
peut-être, ou du regret. La mâchoire de Gustave se serre alors qu'il jette un coup d'œil autour de lui, remarquant les employés du magasin qui se sont stratégiquement positionnés à portée de voix. Nous devrions discuter de cela en privé, insiste-t-il, tendant la main vers mon bras. Je recule. Il n'y a rien à discuter. Les dossiers du tribunal sont clairs. Vous n'avez aucune revendication légale sur moi ou sur tout ce que tonton Bernard m'a laissé. Nous sommes toujours tes parents, dit Nadège, sa voix se brisant légèrement. La biologie n'est pas la famille, je réponds. Tonton Bernard m'a appris cela. Le visage de Gustave se durcit. Ce n'est pas fini, Estelle. En fait, ça l'est. Pour aujourd'hui. Je fais un geste vers la sortie. Veuillez ne pas revenir dans ce magasin. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Ils hésitent, clairement pas préparés à ce niveau de résistance. Gustave a l'air de vouloir argumenter davantage, mais le cadre public lui a volé ses avantages. Avec un dernier regard noir, il prend le bras de Nadège et la guide vers la porte. Je reste debout, droite et immobile, jusqu'à ce que les portes vitrées se referment derrière eux. Ce n'est qu'alors que je permets à mes mains de trembler légèrement, la montée d'adrénaline commençant à se dissiper. Sarah, notre gérante de magasin, s'approche avec un sourire approbateur. Votre oncle a toujours dit que vous étiez plus forte que vous ne le saviez. D'autres employés s'approchent, offrant des commentaires de soutien et des regards impressionnés. Le couple d'âge moyen qui a assisté à la confrontation s'arrête pour me serrer la main. Il a fallu du courage, dit la femme. Bernard aurait été fier. Dehors, sur le parking, je trouve Madame Leblanc qui m'attend à côté de sa modeste berline bleue, ses yeux parcourant mon visage avec anxiété. Ils sont partis, je lui assure en m'approchant. Pour l'instant, du moins. Son sourire s'épanouit lentement, illuminant tout son visage. Il serait tellement fier, mademoiselle Estelle. Tellement, tellement fier. Mon téléphone vibre avec un message de Maître Dubois. Les dossiers du tribunal sont en béton. Vous avez bien fait aujourd'hui. Debout sous le soleil de l'après-midi, entouré de l'entreprise que tonton Bernard a bâtie et des gens qui se soucient réellement de moi, je ressens un étrange mélange de triomphe et de prudence. Cette victoire, aussi satisfaisante soit-elle, me semble incomplète. Les derniers mots de Gustave résonnent dans mon esprit, ce n'est pas fini. Je sais qu'il ne faut pas sous-estimer leur désespoir. Ils ont eu des années pour planifier cette approche, attendant le moment parfait de vulnérabilité. Aujourd'hui, j'ai efficacement riposté, mais leur retraite semble trop facile, trop temporaire. La question est maintenant de savoir s'il faut pousser mon avantage immédiatement ou me préparer plus minutieusement à ce qui ressemble à une inévitable bataille plus grande. Tonton Bernard a toujours prêché la patience dans les négociations commerciales. Celui qui se précipite révèle sa faiblesse, disait-il. Alors que Madame Leblanc nous ramène à la maison, je regarde par la fenêtre les rues familières de la ville que tonton Bernard aimait. Le premier vrai sentiment de contrôle depuis sa mort s'installe en moi, n'effaçant pas mon chagrin mais le rendant en quelque sorte plus supportable. Madame Leblanc, dis-je doucement. Je pense que nous devons nous préparer à quelque chose de plus grand. Elle hoche la tête, comprenant sans explication. Les dossiers de Monsieur Bernard pourraient contenir d'autres choses que nous n'avons pas encore trouvées. La partie d'échecs ne fait que commencer. J'ai gagné le premier échange, mais le véritable test est encore à venir. Je déploie les documents de tonton Bernard sur la table de conférence de Maître Dubois, les organisant en rangée nette. 3 jours se sont écoulés depuis que j'ai confronté mes parents au magasin. 3 jours de calcul froid, remplaçant le triomphe brut que j'ai ressenti en les regardant battre en retraite à travers ces portes automatiques. Ce sont tous les recours légaux qu'ils pourraient tenter, dit Maître Dubois, faisant glisser un dossier vers moi. Ses lunettes à monture métallique attrapent la lumière du matin alors qu'il se penche en avant. Votre oncle en avait anticipé la plupart. Je hoche la tête, étudiant les papiers avec la même intensité que j'apporte aux examens trimestriels des profits. La victoire au magasin a satisfait quelque chose de primordial en moi, mais tonton Bernard m'avait mieux appris. Il m'inculquait pendant nos déjeuners d'affaires du dimanche, Estelle, ne confonds jamais une bataille avec la guerre. Ils essaieront de revendiquer une influence indue, dis-je,
tapotant un document décrivant l'état mental de Bernard au cours de sa dernière année. Qu'il n'était pas lucide lorsqu'il m'a désignée comme son héritière. Maître Dubois sourit faiblement. Et nous avons 6 mois d'évaluation médicale prouvant le contraire. J'ai transformé sa salle de conférence en centre de commandement. Des documents sont systématiquement étalés sur la surface polie. Des blocs-notes jaunes remplis de mes notes flanquent les 2 côtés. Des tasses de café se tiennent comme des sentinelles à des intervalles stratégiques. Ce n'est plus émotionnel, c'est du business. Tonton Bernard n'a jamais agi sans information complète, je murmure, plus à moi-même qu'à Maître Dubois. Moi non plus. Mon téléphone vibre avec un message de Madame Leblanc. Mademoiselle Estelle, ils sont repassés devant la maison, 3e fois aujourd'hui. Quelque chose de froid s'installe dans mon estomac. Le triomphe de notre confrontation en magasin me semble lointain maintenant, remplacé par une préparation méthodique. Mes parents ne sont pas seulement désespérés, ils sont déterminés. Nous devons tout documenter, je dis à Maître Dubois, lui montrant le message. Chaque passage en voiture, chaque tentative de contact, chaque personne à qui il parle de moi ou de l'entreprise. Maître Dubois prend son bloc-notes légal. Je vais rédiger un ordre de cesser et s'abstenir, cela ne les arrêtera pas, mais cela établit un schéma de harcèlement si nous en avons besoin plus tard. Je me tourne vers les journaux d'affaires de Bernard, étudiant son approche de la concurrence hostile. Il a fait face à 3 tentatives de rachat au cours de sa carrière, naviguant chacune avec la même main ferme qu'il utilisait pour tresser mes cheveux cette première nuit après le départ de mes parents. Sa stratégie n'était jamais émotionnelle, elle était basée sur la préparation. Ils essaieront de trouver des faiblesses dans l'entreprise, dis-je, feuilletant les documents d'incorporation. Des endroits où ils pourraient prétendre à une mauvaise gestion ou à une irrégularité financière. C'est pourquoi nous menons un audit complet, répond Maître Dubois, déjà en cours. Le vide qui me tourmentait depuis la mort de tonton Bernard s'est transformé en quelque chose de plus dur, de plus ciblé. Il ne s'agit plus seulement de protéger mon héritage, il s'agit d'honorer la façon méthodique dont Bernard m'a protégé pendant 16 ans. Plus tard dans l'après-midi, Madame Leblanc arrive avec un dossier à elle. Elle le dépose sur la table avec une précision soignée, ses doigts s'attardant sur les bords. J'ai gardé une trace des choses, dit-elle doucement. Des appels téléphoniques pendant la maladie de Monsieur Bernard, des visiteurs qui sont passés mais ne sont jamais entrés, je me suis dit que vous pourriez en avoir besoin. J'ouvre le dossier pour trouver des notes méticuleuses de l'écriture soignée de Madame Leblanc, date, heure, description de voiture qui passait lentement devant la maison pendant les derniers mois de Bernard. Il le regardait mourir, je murmure, la réalisation tombant comme un coup physique. Madame Leblanc hoche la tête, son expression inchangée mais ses yeux se durcissant légèrement. Je crois que oui, mademoiselle Estelle. Je prends mon téléphone, appelant Sarah au magasin principal. Sarah, j'ai besoin que vous documentiez si mes parents viennent poser des questions, sur n'importe quoi l'inventaire, le personnel, les finances et demander aux autres gérants de faire de même. C'est déjà en cours, répond Sarah. Votre père est venu hier poser des questions sur notre chaîne d'approvisionnement, il a dit qu'il était juste curieux de l'entreprise familiale. Un frisson me parcourt, ils sont plus méticuleux que je ne le pensais. Merci, je lui dis. Documentez tout mais n'engagez pas au-delà de la courtoisie de base. Le soir, nous avons établi un réseau de surveillants, gérants de magasins, personnel d'entrepôt, même des livreurs, tous alertes aux questions insidieuses de mes parents non pas pour les confronter, juste pour les suivre. Pour construire notre dossier sans dévoiler nos cartes. Je suis en train de revoir les images de surveillance de l'entrepôt quand le téléphone de Maître Dubois sonne. Son expression s'assombrit au fur et à mesure de la conversation. Ils ont embauché Maître Leroy, dit-il après avoir raccroché, le nom tombant avec poids. Mon estomac se contracte. L'avocat qui a poursuivi l'entreprise de tonton Bernard en 2018 ? Maître Dubois hoche la tête d'un air sombre, le même. Il connaît toutes les vulnérabilités de la structure juridique de l'entreprise. Vos parents ont bien fait leur devoir, Estelle. Je me penche en arrière sur ma chaise, traitant cette nouvelle menace. Ce ne sont pas juste des flambeurs désespérés qui se raccrochent à n'importe quoi, ce sont des adversaires stratégiques avec une connaissance de nos faiblesses. Ils sont plus intelligents que je ne le pensais, dis-je doucement.
Maître Dubois rassemble les documents en une pile nette. L'intelligence sans intégrité est toujours battable. Je hoche la tête, retournant aux journaux d'affaires de tonton Bernard. Ma première victoire au magasin me semble creuse maintenant, une escarmouche mineure avant la vraie bataille. Mais tonton Bernard s'est préparé à ce moment pendant 16 ans. Et maintenant, moi aussi. J'ajuste mes lunettes de lecture, plissant les yeux devant la paperasse étalée sur la table de conférence de Maître Dubois. 4 jours de planification stratégique ont transformé cet espace autrefois formel en quelque chose qui ressemble à une salle de guerre. Des blocs-notes jaunes remplis de notes sont posés à côté de dossiers à code couleur. Un tableau blanc monté sur le mur affiche une chronologie des tentatives précédentes de mes parents de contacter tonton Bernard, chaque incident méticuleusement documenté avec les dates et les résultats. La clause de non-contestation est en béton, dit Maître Dubois, faisant glisser un autre document vers moi. Ses cheveux argentés attrapent la lumière de l'après-midi filtrant à travers les stores vénitiens. Quiconque conteste le testament perd automatiquement tout héritage potentiel. Votre oncle a été explicite à ce sujet. Je hoche la tête, traçant mon doigt le long du paragraphe en question. Le langage me semble celui de tonton Bernard, précis, réfléchi, ne laissant rien au hasard. Et le fond de litige ? Entièrement financé et opérationnel. Maître Dubois enlève ses lunettes, les polissant avec un mouchoir. Bernard l'a établi avec suffisamment de capital pour mener une bataille juridique de 5 ans si nécessaire. Mon estomac se serre à cette pensée, pas de la peur exactement, mais le poids de ce qui est en jeu. Je pense à tonton Bernard, à la façon dont il aurait abordé cela, méthodique, minutieux, ne laissant rien au hasard. Il ne s'agit pas d'une victoire rapide comme la confrontation au magasin. Il s'agit de sécuriser tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il m'a confié. Mademoiselle Estelle ? Madame Leblanc apparaît dans l'embrasure de la porte, un portefeuille en cuir serré contre sa poitrine. Ses cheveux argentés sont tirés en son chignon habituel, pas un cheveu de travers malgré l'intensité de nos préparatifs. J'ai rassemblé les déclarations de tous les soignants de Monsieur Bernard pendant sa maladie. Chaque infirmière, médecin et thérapeute a confirmé sa clarté mentale jusqu'à la fin. Merci, Madame Leblanc. Je prends le portefeuille, l'ajoutant à notre arsenal croissant de documentation. Des nouvelles des gérants de magasins ? Tous les dossiers financiers sont sécurisés, comme vous l'avez demandé. Monsieur Martin a appelé pour confirmer que les rapports de stabilité commerciale sont prêts quand vous en aurez besoin. J'expire lentement, cochant mentalement un autre élément de notre liste. Nous ne gagnons encore rien, nous positionnons simplement nos pièces sur l'échiquier avec une précision minutieuse. La confrontation au magasin était satisfaisante mais n'était finalement qu'une escarmouche. Ce que nous préparons maintenant, c'est la guerre. Nous abordons cela exactement comme Bernard l'aurait voulu, fait remarquer Maître Dubois, sa voix portant un soupçon d'approbation, construisant une défense complète avant qu'ils ne puissent monter leur prochaine attaque. Madame Leblanc se tient près de l'embrasure de la porte, ses doigts tripotant le bord de son cardigan, une habitude nerveuse que je lui ai rarement vue. Quelque chose la tracasse. Madame Leblanc ? Qu'est-ce qu'il y a ? Elle hésite, puis entre entièrement dans la pièce. J'étais en train de revoir le testament de Monsieur Bernard, et j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. Sa voix baisse légèrement. Il m'a nommé exécuteur testamentaire de réserve, au cas où quelque chose vous arriverait. La révélation me frappe avec une force inattendue. Non pas parce que c'est surprenant tonton Bernard faisant confiance à Madame Leblanc a un sens parfait mais à cause de ce que cela signifie maintenant. Si mes parents me ciblent, moi et mon héritage, ils pourraient aussi cibler Madame Leblanc. Maître Dubois, est-ce que cela met Madame Leblanc en danger ? Ma voix s'aiguise d'inquiétude. L'avocat fronce les sourcils pensivement. Cela pourrait. S'ils recherchent minutieusement la planification successorale de Bernard, ils découvriront son rôle. Ils pourraient essayer de la discréditer, ou de prétendre qu'elle a influencé les décisions de Bernard. Une sensation de froid se répand dans ma poitrine. Il ne s'agit plus seulement de mon héritage. Il s'agit de protéger quelqu'un que j'aime, quelqu'un qui a été plus une mère pour moi que Nadège ne l'a jamais été. Nous devons étendre notre stratégie, dis-je, me levant et arpentant la longueur de la table de conférence.
Non seulement protéger la succession, mais aussi protéger Madame Leblanc. Je ne veux pas être un fardeau supplémentaire, mademoiselle Estelle, proteste Madame Leblanc doucement. Vous n'êtes pas un fardeau, je réponds fermement. Vous êtes de la famille, et nous protégeons la famille. Les mots émergent avec une conviction qui me surprend moi-même. Il y a 7 jours, j'étais un désastre tremblant dans cette même pièce. Maintenant, je me tiens droite, pensant aux autres au-delà de moi-même. Tonton Bernard serait fier de cette croissance, je pense. Mes sources me disent que vos parents ont posé des questions sur toutes les relations de Bernard, interjette Maître Dubois en vérifiant son téléphone, y compris ses employés de longue date. Mon esprit s'emballe avec cette nouvelle information. Dois-je tout dire à Madame Leblanc sur le danger potentiel, ajoutant à ses inquiétudes? Ou la protéger en gérant cela moi-même? Le dilemme me tord l'estomac. Un autre test de mon leadership en évolution. Pendant les 2 heures suivantes, nous adaptons notre travail de préparation, étendant les mesures de protection pour couvrir Madame Leblanc également. Maître Dubois rédige des affidavits d'anciens employés témoignant de la relation professionnelle de Madame Leblanc avec tonton Bernard. Je sors les évaluations d'employés montrant sa performance constante pendant 16 ans. Chaque document devient une autre brique dans le mur que nous construisons, non seulement autour de moi, mais autour de tous ceux à qui je tiens. Le soir, la table de la salle de conférence contient l'étendue complète de notre stratégie défensive. Dossier financier, déclaration de témoins, précédents juridiques, documentation historique, tout organisé et prêt. Maître Dubois passe en revue la liste de contrôle final, puis lève les yeux avec une confiance tranquille. Nous sommes aussi près que possible. Il est temps. Je jette un coup d'œil à Madame Leblanc, qui se tient près de la fenêtre, regardant le coucher de soleil peindre le profil de Paris dans des teintes d'orange et d'or. Elle se tourne, rencontrant mon regard avec des yeux stables qui ont été témoins de 16 ans d'histoire familiale. Le plan de Monsieur Bernard est solide, dit-elle doucement. Vous avez tout ce qu'il vous faut. En regardant la documentation assemblée, la manifestation physique de la prévoyance de tonton Bernard et de notre préparation minutieuse, je ressens un étrange calme s'installer en moi. La femme effrayée qui était assise dans cette pièce il y a une semaine s'est transformée en quelqu'un de stratégique, préparé, prêt à protéger ce qui compte. Demain apportera la confrontation que nous avons construite. Mais ce soir, entouré des fruits de notre préparation, je sais que nous sommes prêts pour tout ce que mes parents nous lanceront ensuite. La lettre recommandée arrive mercredi matin la semaine prochaine, son cachet officiel me regardant du comptoir de la cuisine où Madame Leblanc l'a placé. Mes doigts tremblent légèrement alors que je glisse mon pouce sous le rabat, déchirant le papier avec un son qui semble anormalement fort dans la cuisine silencieuse. Convocation au tribunal, j'annonce, ma voix plus ferme que je ne me sens. Il conteste le testament. La cuillère de Madame Leblanc cliquette contre sa tasse de café. Après tout ça? Je parcours le langage juridique dense, mon estomac se serrant à chaque paragraphe. Il invoque une influence indue. Que tonton Bernard n'était pas sain d'esprit lorsqu'il a changé son testament. Les mots me semblent de l'acide sur la langue. Et ils ont déposé une demande d'injonction temporaire pour geler tous les actifs, y compris l'entreprise, pendant que l'affaire est en cours. Les papiers tremblent dans mes mains. Il ne s'agit plus seulement de l'argent. Ils essaient de tout prendre. La maison. L'entreprise. L'héritage de tonton Bernard. Toute ma vie. Qui les représente, demande Madame Leblanc, se déplaçant pour lire par-dessus mon épaule. Maître Leroy. Le nom a un goût amer dans ma bouche. Le vieil adversaire juridique de tonton Bernard. L'avocat qui a tenté de poursuivre Arcadia il y a 3 ans pour un litige de contrat de fournisseur. Pas une coïncidence. Le téléphone sonne, et le nom de Maître Dubois s'affiche sur l'écran. Il est déjà au courant. Ils ont planifié cela pendant des semaines, dit-il sans préambule. Déposé stratégiquement devant la juge Fournier. Elle est connue pour être prudente avec les transferts de succession. Quelles sont nos chances, je demande, arpentant le sol de la cuisine. Meilleures que les leurs, mais ça va être laid. Ils ont fait leur devoir, Estelle. L'audience d'urgence est fixée à vendredi matin. Vendredi. Moins de 48 heures pour préparer notre défense.
La pièce penche légèrement, et je saisis le bord du comptoir. Ils ne peuvent pas gagner, je murmure. Non, mais ils peuvent faire traîner cela pendant des mois, la voix de Maître Dubois se durcit, pendant lesquels les opérations commerciales pourraient être sévèrement restreintes. C'est ce sur quoi ils comptent, que vous réglerez, plutôt que de risquer la stabilité d'Arcadia. Après avoir raccroché, je regarde par la fenêtre de la cuisine le jardin que tonton Bernard entretenait avec amour chaque printemps. Les azalées qu'il a plantés l'année de l'obtention de mon diplôme universitaire viennent de commencer à fleurir. Leur rose vibrant, une moquerie de la froideur qui se répand dans ma poitrine. Ils nous ont observés, je dis à Madame Leblanc, attendant le moment parfait. La sonnette interrompt mes pensées. À travers les lumières latérales, j'aperçois une fourgonnette de nouvelles familières garée sur le trottoir. Une journaliste se tient sur mon porche, micro à la main. Timing parfait. J'ouvre la porte avant qu'elle ne puisse sonner à nouveau. Mademoiselle Thomas? Son sourire est professionnel, exercé. Catherine Gauthier, France Info. Nous faisons un reportage sur le litige de la succession Thomas. Souhaitez-vous commenter les préoccupations de vos parents concernant votre capacité à gérer une entreprise aussi substantielle pendant cette période de deuil? Mon estomac se contracte. Ils sont passés en public. Pas de commentaires, dis-je, fermant fermement la porte. Mon téléphone vibre avec un message de Sarah du magasin de Lyon. Des journalistes sont ici, posent des questions sur vous aux employés. Que devons-nous dire? Un autre message retentit de notre directeur des opérations. 2 clients ont annulé de grosses commandes ce matin, ils ont dit avoir entendu qu'Arcadia pourrait changer de propriétaire. Je presse mon front contre le bois frais de la porte. Gustave et Nadège ne se battent pas seulement pour des actifs, ils sapent stratégiquement la confiance des clients. Créant le doute sur la stabilité d'Arcadia sous ma direction. Ils ont lancé une campagne de relations publiques, je dis à Madame Leblanc, lui montrant les messages. Ils se positionnent comme des parents inquiets pour une fille en deuil prenant des décisions hâtives. C'est méprisable, murmure Madame Leblanc, son visage normalement bienveillant se durcissant. C'est calculé, je réponds, marchant vers le bureau de tonton Bernard. Et ça marche. Les gens commencent à douter. Je passe les 4 heures suivantes au téléphone avec Maître Dubois, mettant en œuvre nos contre-mesures. Sa parajuriste apporte un épais dossier de documents, les papiers d'adoption que tonton Bernard a préparés il y a des années mais n'a jamais déposés. Les dossiers du tribunal sur le harcèlement de mes parents. Les rapports d'enquêteurs privés documentant leurs problèmes financiers. Le soir, ma salle à manger ressemble à une salle de guerre. Des dossiers juridiques couvrent chaque surface. Les gérants de magasins nous ont rejoints, armés de rapports de vente et de témoignages d'employés sur la confiance inébranlable de tonton Bernard en mes capacités de leadership. Ils sont bons, admet Maître Dubois, examinant les documents de Gustave et Nadège. Ils ont pris soin de ne pas paraître ouvertement cupides. Au lieu de cela, ils expriment des préoccupations quant à la préservation de l'héritage de Bernard. C'est manipulateur mais efficace. Certains voisins se demandent même s'ils n'ont pas un point, ajoute Madame Leblanc doucement. Madame Fournier m'a demandé aujourd'hui si vous étiez vraiment prête à assumer une telle responsabilité. La trahison pique. Madame Fournier me connaît depuis que j'ai 10 ans. Nous devons être plus intelligents, dis-je, rassemblant tout le monde autour de la table. Il planifie cela depuis des mois, peut-être des années. Nous avons 41 heures avant cette audience. Je distribue les tâches avec un calme qui me surprend moi-même. Sarah coordonnera les témoignages des employés. L'équipe de Maître Dubois préparera des pièces à conviction démontrant l'intention constante de tonton Bernard de me laisser l'entreprise. Madame Leblanc contactera les médecins de Bernard pour témoigner de sa clarté mentale jusqu'à la fin. Et vous, demande Maître Dubois. Je vais étudier chaque affaire que Maître Leroy a jamais plaidé, je réponds. Et me préparer au contre-interrogatoire. Ils essaieront de me dépeindre comme émotionnellement instable et financièrement inexpérimenté. Alors que minuit approche, seule Madame Leblanc reste, organisant les déclarations de témoins dans des dossiers à code couleur. Vous devriez vous reposer, mademoiselle Estelle, dit-elle doucement. Vous aussi, je réponds. Mais aucune de nous ne bouge. Les enjeux sont trop élevés.
Pensez-vous que nous pouvons gagner? Je pose enfin la question qui me hante. Madame Leblanc lève les yeux, ses yeux féroces malgré son épuisement. Ils ont peut-être planifié cela pendant des années, mais Bernard planifiait cette possibilité plus longtemps encore. Il savait exactement qui ils étaient et ce qu'ils pourraient tenter. Elle pose sa main sur la mienne. Vendredi, nous leur montrerons à quoi ressemble une vraie famille. Mon téléphone sonne à nouveau, le numéro de Maître Dubois. La juge a avancé l'audience, dit-il sans saluer. Demain matin, 8 heures. Maître Leroy a demandé une considération d'urgence, affirmant que des questions commerciales urgentes nécessitent une résolution immédiate. Mon cœur bat la chamade. Peut-elle faire ça? Elle peut, et elle l'a fait. Nous avons moins de 12 heures, Estelle. Je raccroche et rencontre le regard inquiet de Madame Leblanc. Demain matin, je lui dis. Ils ont avancé le calendrier. Ils essaient de nous prendre au dépourvu, dit-elle, rassemblant déjà les documents les plus critiques. Je sais. Je redresse mes épaules, sentant quelque chose se durcir en moi. Pas de panique, de la détermination. Appelez tout le monde. Dites-leur d'apporter tout ce qu'ils ont, fini ou non. Nous travaillerons toute la nuit. Pendant que Madame Leblanc passe des appels, je me dirige vers le bureau de tonton Bernard et me tiens devant son portrait. Ses yeux bienveillants semblent me transpercer. Je ne les laisserai pas prendre ce que tu as bâti, je murmure. Je te le promets. La grande horloge dans le couloir sonne une fois, marquant la première heure de ce qui sera la plus longue nuit de ma vie. Au lever du soleil, je serai soit prête à me battre pour tout ce que tonton Bernard m'a confié, soit je l'aurai complètement déçu. Il n'y a plus de juste milieu. Demain, soit je garde tout, soit je perds tout. Je suis assise rigidement sur le banc en chêne dur du palais de justice, mon blazer noir boutonné serré comme une armure. L'horloge sur le mur lambrissé indique 9h03. À côté de moi, Madame Leblanc tripote son mouchoir, le coin brodé frottant rythmiquement entre ses doigts. Maître Dubois arrange des papiers avec une précision chirurgicale sur la table devant nous. De l'autre côté de l'allée, mes parents sont assis avec leur avocat, Maître Leroy. L'homme qui a autrefois poursuivi l'entreprise de tonton Bernard représente maintenant les gens qui m'ont abandonné. Gustave porte un costume anthracite qui crie la confection coûteuse. Nadège a opté pour une robe bleu marine conservatrice, ses cheveux relevés en un chignon maternel qui me retourne l'estomac. Ils se sont positionnés comme des parents inquiets, pas comme des opportunistes cupides. La voix du huissier coupe les murmures. Tout debout. L'honorable juge Éléonore Richard préside. La juge entre, ses cheveux argentés sévèrement tirés en arrière, des lunettes de lecture posées sur son nez, ses yeux balaient la salle d'audience avec une neutralité exercée alors qu'elle prend place. Asseyez-vous. Nous sommes ici pour une procédure d'urgence concernant la succession contestée de Bernard Thomas. Elle jette un coup d'œil au dossier devant elle. Je comprends que c'est une affaire urgente. Maître Leroy, vous pouvez présenter votre cas. Maître Leroy se lève, boutonnant sa veste de costume. Son sourire confiant me rappelle un animateur de jeux télévisés, poli et exercé. Merci, votre honneur. Nous nous tenons devant vous aujourd'hui pour représenter Gustave et Nadège Durand, l'oncle et la tante d'Estelle Thomas, qui ont de sérieuses préoccupations concernant la disposition de la succession de Bernard Thomas. Oncle et tante. La terminologie délibérée fait que mes doigts se referment en poing sous la table. Maître Dubois le remarque et fait un signe de tête presque imperceptible. Reste calme. Laisse-les montrer leur carte en premier. Le décès de Bernard Thomas a été soudain et inattendu, poursuit Maître Leroy. Il souffrait d'hypertension et avait connu plusieurs événements cardiaques mineurs dans les mois précédant son décès. Pendant cette période vulnérable, sa nièce, Mademoiselle Thomas, qui vivait avec lui et dépendait financièrement de lui, était en position d'exercer une influence indue. L'accusation plane dans l'air. Mon cœur bat contre mes côtes, mais je garde mon visage neutre, exactement comme Maître Dubois et moi l'avons pratiqué. Nous avons un précédent documenté dans l'affaire Dubois contre Leblanc où une relation soignant-soignée a été jugée créatrice d'une présomption d'influence indue. Maître Leroy présente une pile de jurisprudence à la greffière.
Nous pensons que des circonstances similaires existent ici et demandons une injonction temporaire, gelant les actifs de la succession jusqu'à ce qu'une audience complète puisse déterminer si Bernard Thomas était sain d'esprit et libre de toute coercition lorsqu'il a fait de Mademoiselle Thomas son unique bénéficiaire. Mon père se penche en avant, son visage un masque parfait d'inquiétude. Nous voulons seulement ce qu'il y a de mieux pour notre nièce et pour l'héritage de mon frère, dit-il à la juge. Bernard a bâti cette entreprise à partir de rien. S'il ne pensait pas clairement à la fin, des décisions ont pu être prises qu'il n'aurait pas voulu. La juge se tourne vers Maître Dubois. Maître Dubois, votre réponse ? Maître Dubois se lève lentement, délibérément. Tonton Bernard disait toujours que Maître Dubois avait un timing de plaidoirie comme un acteur de théâtre. Votre honneur, ce que nous avons devant nous aujourd'hui n'est pas un cas d'influence indue. Ce que nous avons est une tentative calculée de harcèlement déguisé en préoccupation familiale. Il soulève un épais classeur de notre table. J'ai été l'avocat et l'ami de Bernard Thomas pendant 30 ans. J'ai rédigé son testament, qui est resté substantiellement inchangé depuis que Estelle Thomas avait 12 ans, 2 ans après que ses parents l'aient abandonné. Le mot « abandonné » tombe comme un coup de tonnerre. Plusieurs têtes dans l'assistance se tournent vers mes parents. J'ai ici une documentation notariée selon laquelle Gustave et Nadège Durand ont légalement renoncé à leurs droits parentaux sur Bernard pour la somme de 13 500 € en 2009. Maître Dubois fait glisser les papiers vers la juge. Ils n'ont eu aucun contact significatif avec leur fille avant 3 jours après le décès de Bernard, lorsqu'ils sont soudainement apparus à la lecture de son testament. Les sourcils de la juge se lèvent alors qu'elle examine le document. Maître Leroy, étiez-vous au courant de cette renonciation légale aux droits parentaux ? Le sourire confiant de Maître Leroy vacille pour la première fois. Votre honneur, mes clients ont librement admis qu'ils ont commis des erreurs par le passé. Les gens changent. Leur préoccupation est maintenant sincère. Votre honneur, poursuit Maître Dubois, j'ai également des dossiers du tribunal montrant que Bernard Thomas a dû demander une protection contre Gustave et Nadège lorsqu'ils ont tenté à plusieurs reprises de lui extorquer de l'argent entre 2019 et 2023. Il produit un autre dossier. Ceci inclut des transcriptions d'appels téléphoniques menaçants où Gustave Durand a spécifiquement mentionné causer des problèmes à Arcadia Maison et Vie si les demandes financières n'étaient pas satisfaites. Il y a aussi l'ordonnance restrictive accordée en 2021. L'assistance se met à murmurer. La juge Richard frappe une fois son marteau, faisant taire la salle. De plus, dit Maître Dubois, j'ai un enregistrement audio que je voudrais que le tribunal écoute. Il fait signe à la greffière, qui installe un petit haut-parleur. La voix de Gustave remplit la salle d'audience, métallique mais indubitable. Bernard, tu as 15 millions d'euros liés à cette entreprise. Qu'est-ce que 50 000 € pour toi ? Si tu n'aides pas ton propre frère, je devrais envisager d'autres options. Estelle se débrouille bien dans l'entreprise, n'est-ce pas ? Ce serait dommage si quelque chose venait à perturber cela. La juge Richard regarde fixement mes parents. Le visage de Nadège est devenu pâle. Gustave regarde droit devant lui, la mâchoire serrée. Cet enregistrement a été fait il y a 14 mois, explique Maître Dubois, lorsque Bernard était en parfaite santé, bien avant tout problème cardiaque. Bernard a documenté chaque tentative de contact spécifiquement parce qu'il craignait que ce jour n'arrive. La juge se tourne vers Madame Leblanc. Mademoiselle Pruitt, vous avez été la gouvernante de Monsieur Thomas pendant 16 ans, n'est-ce pas ? Madame Leblanc se lève, sa voix ferme malgré ses mains tremblantes. Oui, votre honneur. J'ai géré la maison de Monsieur Bernard et j'ai aidé à élever Estelle après le départ de ses parents. Et selon votre observation, quel était l'état mental de Monsieur Thomas dans ces derniers mois ? Clair comme de l'eau de roche jusqu'à la fin, votre honneur. Il dirigeait cette entreprise tous les jours, revoyait les finances tous les vendredis avec Estelle, et pouvait vous donner les chiffres d'inventaire de mémoire. Il planifiait la collection de printemps la veille de son décès. Et sa relation avec sa nièce ? Les yeux de Madame Leblanc s'adoucissent. Monsieur Bernard aimait cette jeune fille comme sa propre fille. Il était si fier de la façon dont elle avait grandi, de la façon dont elle s'était lancée dans les affaires, il disait qu'elle avait de meilleurs instincts que lui. Ils dînaient ensemble tous les dimanches sans faute, même quand les affaires étaient très chargées. Ensuite,
3 gérants de magasins témoignent de l'acuité mentale de Bernard et de ses fréquentes expressions de fierté concernant mes contributions à l'entreprise. Sarah du magasin phare décrit comment Bernard disait aux clients « Ma nièce a choisi cette ligne elle-même. Elle a l'œil pour ce que les gens veulent vraiment dans leur maison. » Tout au long de cela, mes parents maintiennent leur façade sereine, bien que je remarque que les phalanges de Nadège blanchissent alors qu'elle serre son sac. Gustave murmure d'urgence à Maître Leroy, qui a l'air de plus en plus mal à l'aise. Lorsque tous les témoignages sont terminés, la juge Richard retire ses lunettes et observe la salle d'audience. J'en ai assez vu pour prendre une décision concernant la requête d'urgence. La demande d'injonction est rejetée. Elle tourne son regard pénétrant vers mes parents. De plus, je trouve le moment et la nature de cette requête très suspect. Le testament contient une clause de non-contestation, qui est exécutoire en vertu de la loi de l'État. En intentant cette action, les requérants ont déclenché cette clause et ont perdu toute revendication potentielle qu'ils auraient pu avoir autrement. Le soulagement m'envahit comme de l'eau chaude. Madame Leblanc me serre la main si fort que ça fait presque mal. De plus, poursuit la juge, j'ordonne aux requérants de payer tous les frais juridiques associés à cette audience d'urgence. Elle regarde par-dessus ses lunettes directement mes parents. Monsieur et Madame Durand, ce tribunal ne sera pas utilisé comme un outil de harcèlement ou de tentative d'extorsion. Sur la base des documents présentés aujourd'hui, j'émets une ordonnance restrictive, vous interdisant de vous approcher à moins de 300 mètres d'Estelle Thomas, de sa résidence ou de toute propriété d'Arcadia Maison et Vie. Le sang-froid de Gustave se brise enfin. Son visage rougit, une veine palpitant à sa tempe. C'est scandaleux, commence-t-il, mais Maître Leroy pose une main restreignante sur son bras. Tout contact ultérieur en violation de cette ordonnance entraînera des accusations d'outrage au tribunal, avertit la juge Richard. Cette affaire est classée. Le marteau frappe avec finalité. Les gens se lèvent autour de nous. Plusieurs observateurs du tribunal hochent la tête avec approbation dans ma direction. L'adjoint s'approche de mes parents avec les documents de l'ordonnance restrictive. Les épaules de Gustave s'affaissent alors qu'il signe. Sa confiance antérieure s'est évaporée. C'est fini, dit Maître Dubois doucement. Ils n'ont plus d'autre recours légal. Madame Leblanc s'essuie les yeux avec son mouchoir. Il veille sur vous, ma chère. Monsieur Bernard a tout planifié. Je regarde mes parents ramasser leurs affaires, vaincus. Nadège jette un dernier regard en arrière, son expression indéchiffrable, avant qu'il ne disparaisse par les portes de la salle d'audience. 16 ans de documentation viennent de porter leurs fruits, fait remarquer Maître Dubois, tapotant les dossiers juridiques. Bernard savait exactement ce qu'il faisait. Alors que nous marchons sous le soleil à l'extérieur du palais de justice, je me sens plus légère que je ne l'ai été depuis la mort de tonton Bernard. L'héritage est sécurisé, l'entreprise est en sécurité. Plus important encore, la vérité sur la famille, la vraie famille, a été affirmée de la manière la plus publique possible. Madame Leblanc me prend le bras alors que nous descendons les marches du palais de justice. À quoi pensez-vous, mademoiselle Estelle ? Je touche la montre de tonton Bernard à mon poignet, sentant son tic-tac régulier contre mon pouls. Je pense que la loyauté n'est pas une question de sang. C'est une question de présence, jour après jour, année après année. Une petite foule d'employés du magasin attend en bas des marches, éclatant en applaudissements à notre approche. Sur leur visage, je vois la communauté que tonton Bernard a bâtie, le véritable héritage qu'il a laissé derrière lui. Je ne suis plus l'enfant abandonné, ni même seulement la nièce en deuil. Je suis la gardienne de tout ce que Bernard appréciait, l'entreprise qu'il a bâtie, les gens qu'il a employés et la famille qu'il a choisie. Mes épaules se redressent sous la responsabilité et le privilège de perpétuer son héritage. Et pour la première fois depuis sa mort, je sais avec une certitude absolue que je suis à la hauteur de la tâche. Je me tiens au pupitre, les doigts reposant légèrement sur le bois poli, regardant une mer de visage. 6 mois depuis la victoire au tribunal, et la transformation me prend encore parfois au dépourvu. Arcadia Maison et Vie a été bâtie sur un principe simple, dis-je dans le microphone, ma voix ferme là où elle aurait pu trembler autrefois, la qualité compte dans nos produits, dans notre service, et surtout, dans nos relations. La cérémonie annuelle de remise des prix du Journal des Affaires de Paris vibre d'une énergie tranquille.
300 des chefs d'entreprise les plus influents de la ville remplissent la salle de bal, et aucun d'eux ne me fait douter de moi-même. Le prix du leadership communautaire en cristal capte la lumière à côté de moi, l'héritage de Bernard rendu tangible. Au premier rang, Madame Leblanc rayonne, ses cheveux argentés élégamment coiffés pour l'occasion. À côté d'elle, Maître Dubois ajuste ses lunettes, offrant un petit signe d'approbation. Ma vraie famille, liée par le choix plutôt que par le sang. Mon oncle m'a appris que l'intégrité en affaires reflète l'intégrité dans la vie, je poursuis. Et lorsqu'Arcadia ouvrira son site de Bordeaux le mois prochain, nous apporterons le même engagement à une nouvelle communauté. Le souvenir de ces jours chaotiques après le retour de mes parents me semble lointain maintenant. Les articles de journaux sur l'affaire judiciaire garnissent le tiroir de mon bureau, non pas comme un rappel de douleur, mais de force. La dirigeante locale remporte une victoire décisive, titraient les journaux. La couverture a validé ce que Bernard m'avait toujours dit, la vérité, lorsqu'elle est correctement préparée et présentée, finit par l'emporter. Mes parents ont quitté la ville dans les 48 heures suivant la décision du juge. Leurs menaces se sont avérées aussi vides que leurs promesses il y a 16 ans. L'ordonnance restrictive reste déposée auprès de chaque commissariat de police dans un rayon de 100 km, bien que nous n'en ayons pas eu besoin. Les gens prêts à abandonner un enfant pour de l'argent montrent rarement le courage d'affronter les conséquences. La Fondation Bernard Thomas sera officiellement lancée la semaine prochaine, j'annonce, une chaleur se répandant dans ma poitrine au murmure d'approbation. Notre mission est simple, soutenir ceux qui reconstruisent leur vie après une trahison familiale. Parce que parfois, la famille qui compte le plus est celle que l'on choisit. Du coin de l'œil, j'aperçois Madame Fournier, notre nouvelle gérante de magasin, qui s'essuie les larmes. Il y a 3 semaines, elle se tenait dans mon bureau, tremblante tout comme je l'avais été autrefois dans la salle de conférence de Maître Dubois, expliquant comment son frère la pressait de partager notre prochaine ligne de produits avec des concurrents. Le parallèle ne m'a pas échappé. Lorsque les gens font face à des pressions familiales impossibles, lui avais-je dit alors, ils méritent plus que de la sympathie, ils méritent une protection. Maître Dubois a rédigé un ordre de cesser et s'abstenir le même jour. Madame Leblanc a pris un café avec Madame Fournier et a partagé des histoires sur les limites inébranlables de Bernard. La sécurité a installé de nouveaux protocoles pour protéger nos fichiers de conception. Le soutien systématique que j'ai fourni ne ressemblait en rien à ma propre réaction paniquée des mois auparavant. Le sommeil me vient facilement maintenant. Le café du matin sur le porche est devenu une célébration tranquille plutôt qu'un jeu d'attente anxieux. L'entreprise prospère, revenus en hausse de 23%, satisfaction des employés à des niveaux records. Mais ces marqueurs externes pâlissent à côté du changement interne. Je ne me demande plus si je suis à la hauteur de ce que Bernard a construit. Je sais que je le suis. La Fondation a déjà aidé 3 personnes à défendre avec succès leurs limites, je poursuis au pupitre. Des personnes comme nos propres employés qui sont confrontés à des choix impossibles entre la loyauté et l'autoprotection. Dans l'auditoire, M. Martin hoche la tête avec reconnaissance. En tant que notre plus jeune directeur de département, il a bénéficié du soutien juridique de la Fondation lorsque ses parents ont tenté d'accéder à ses comptes d'investissement nouvellement établis. Le soulagement sur son visage lorsque j'ai promis les ressources de l'entreprise me réchauffe encore le cœur. Madame Irène Leblanc sera la directrice du programme de la Fondation, j'annonce, la regardant se redresser avec fierté. Son rôle officiel de gérante d'État et de membre du Conseil consultatif familial a formalisé ce qu'elle a toujours été, le cœur de notre famille non conventionnelle. Personne ne comprend mieux comment aider les gens à trouver leur famille choisie. Après la cérémonie, Maître Dubois s'approche avec des flûtes de champagne. Ses honoraires ont été augmentés, faisant de lui notre conseiller juridique permanent. Une autre encre dans la tempête. Bernard serait fier, dit-il simplement. Il m'a préparé à cela, je réponds. Je ne le savais juste pas à l'époque. Le centre d'affaires bourdonne autour de nous, mais mes pensées dérivent vers cette première nuit après que mes parents m'aient laissé, Madame Leblanc tressant mes cheveux, Bernard lisant « Bonne nuit, Lune ». Ils m'ont choisi avant que je ne puisse les choisir. Maintenant, j'honore ce choix chaque jour. De retour au manoir, j'enlève mes talons et me dirige vers l'ancien bureau de Bernard, mon bureau maintenant.
Les plans d'expansion pour la 3e implantation d'Arcadia sont étalés sur le bureau. Des décisions qui m'auraient autrefois paralysé m'énergisent désormais. Pas de doute, pas de peur de l'échec, juste une vision claire et une action décisive. Le téléphone sonne. C'est la première boursière de la fondation qui appelle pour annoncer qu'elle a terminé son diplôme en commerce. Une autre vie se reconstruit, un autre cycle se termine. Tonton Bernard m'a appris que l'amour est un choix que nous faisons chaque jour, je lui dis, la vérité s'installant dans mes os. Parfois, le plus difficile est de croire que nous méritons de faire ce choix. Alors que je raccroche, j'aperçois mon reflet dans la fenêtre. Je suis devenue la leader que Bernard a toujours vue en moi. L'enfant abandonnée est toujours là, mais elle ne dirige plus mes décisions. Au lieu de cela, elle nourrit ma compassion. La brise du soir transporte le parfum du jardin de Madame Leblanc par la fenêtre ouverte. Demain apportera des réunions de conseil, le travail de la fondation et les préparatifs d'entretien pour le magasin de Bordeaux. Mais ce soir, dans ce moment tranquille, je reconnais le chemin parcouru. Quand les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les, puis choisissez qui mérite votre loyauté. Ce n'est pas une leçon que je voulais apprendre 2 fois, mais une que je n'oublierai jamais. La famille n'est pas celle qui partage votre sang. C'est celle qui partage vos valeurs. Bernard le savait.